Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de l'agence MEECO. C'est une agence créative spécialisée en communication visuelle et en marketing numérique. Donc, depuis 2007, ils accompagnent des entreprises de tout secteur dans la création de marques, le design, le web et les réseaux sociaux. Leur équipe propose des stratégies clés en main, toujours alignées avec votre vision pour faire rayonner votre présence en ligne avec du contenu authentique et percutant. C'est d'ailleurs eux qui ont fait le logo pour Cygnus Stratégie, mon entreprise. On est très, très, très contents de leur service, donc on veut les saluer. Nos collègues de chez MEECO, le plus grand braquage de l'histoire canadienne, donc le plus grand vol de l'histoire du Canada, qu'on parle de 35 millions de dollars à l'époque. Non seulement on n'a pas retrouvé aucun argent, mais aucun suspect qui a été mis en état d'arrestation non plus. Dès qu'on a vu qu'il y avait ce type de contenant-là au sol, là, on s'est dit, c'est fait. Le camion a été vidé au complet. Lorsque ce téléphone-là est rentré, la vie venait de changer, puis on avait aucune idée, même à ce moment-là, à quel point c'est pas un crime d'opportunité. Ça demande des heures et des journées, parfois des mois de préparation. Les méthodes de gestion de risque n'étaient pas pareilles. C'était beaucoup réactionnaire. À la base, c'est une compagnie de logistique. C'est un FedEx ou un DHL ou un Post Canada plus. On s'est mis tout de suite en direction de Rigaud, sans savoir que pour les 31 prochains jours, on aurait 4 à 5 heures de sommeil par jour. Il était 2 employés. En fait, les 2 sont jamais revenus au travail. Celui qui avait été, je dirais, plus molesté, lui est resté marqué à vie. Là. Les gens, ils veulent aider, mais en même temps, le nombre d'informations qui rentrent, ça vient de tout azimut. Il n'y a eu aucune mise en accusation. Est-ce que vous savez qui l'a fait? Oui. Aujourd'hui, c'est le directeur de la sécurité de la Place des Arts. Il a travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine des transports, des valeurs. Il a passé dans toutes les positions, là, donc d'agent de sécurité jusqu'à la vice-présidence. Donc, il connaît donc cette industrie-là mieux que personne. C'est le premier Québécois à avoir obtenu les 3 certifications A6, donc CPP, PSP, PCI. C'est un conférencier recherché et un bénévole très impliqué également dans sa communauté. J'ai d'ailleurs le privilège de le côtoyer dans le chapitre québécois chez ESAC, donc Event Safety Alliance Canada. Il est également administrateur de la maison Simone Monet-Chartrand. Martin Deslauriers, bienvenue à Cold Wash. Merci de l'invitation. Vraiment heureux d'être avec toi aujourd'hui. Fantastique. Aujourd'hui, on va parler du plus grand braquage de l'histoire canadienne, donc le plus grand vol réussi de l'histoire du Canada, qui est un vol qui a été fait sur un camion blindé en 2005. Donc, on parle de 35 millions de dollars à l'époque, Martin, n'est-ce pas? Oui, exactement. Comment oublier ça? C'est vraiment intéressant que tu m'aies contacté 20 ans plus tard. Lorsque tu m'as contacté, on était vraiment là, jour pour jour, 20 ans plus tard. Tu m'as ramené en arrière, vraiment avec des souvenirs pas toujours plaisants. On a eu des montagnes russes lorsque c'est arrivé, c'est sûr. Mais effectivement, c'est le plus gros vol réussi au Canada. Tout le monde sait qu'au Canada, il y a une histoire de braquage contre les blindés. On se rappelle qu'il y a eu le tunnel avec Marcel Talon dans le Vieux-Montréal. Fait qu'il y a eu plusieurs grands événements, mais c'est le vol le plus important qui, à ce jour, est toujours... on dit qu'il est réussi parce que non seulement on n'a pas retrouvé aucun argent, mais aucun suspect qui a été mis en état d'arrestation non plus. Super intéressant. Martin, peux-tu nous expliquer pratiquement, peut-être pas minute par minute, mais heure par heure, là, vraiment l'ensemble du déroulement? Je sais que toi, tu as reçu un appel ce matin-là. Comment ça s'est passé? Explique-nous. Oui. Bien, à ce moment-là, j'étais en charge de
toute la section de l'Est du Canada pour tout ce qui était gestion de risque, sécurité. Et toutes les opérations se déroulaient à partir de Montréal. Puis pour nous, ben, c'était un matin bien ordinaire. On a commencé ça, puis je pense que c'est depuis ce temps-là que quand quelqu'un me demande comment ça va, des fois je fais une blague, puis je dis tout le temps, ben, je regarde l'heure, puis OK, à 10h35, ça va super bien. Parce que je sais qu'à 10h36, on peut recevoir un coup de téléphone. Puis la journée va être chamboulée. Puis c'est ce qui est arrivé ce matin-là de septembre. Mon partenaire puis moi, on était donc responsables de tout ce qui est enquête, sécurité, tout ça pour l'Est du Canada, pour Sécuricor à cette époque-là. Et on commençait tout le temps nos journées très tôt. On était dans le centre-ville ou dans le bas de la ville. Ouais. Puis on avait l'occasion de commencer très tôt. Fait qu'on se rejoignait 6 heures du matin, sinon 6 heures moins quart. On allait s'entraîner ensemble. Après ça, on revenait au bureau vers 7 heures. On se mettait à jour. On faisait toutes nos choses. Fait que ce matin-là n'a pas été différent. Sauf que en fin de matinée, ou peut-être à la mi-matinée, je reçois un coup de téléphone d'un contact, d'un collaborateur du SPVM au crime majeur, un sergent détective avec qui on travaillait toutes les semaines. Puis, il me dit, « Martin, ça va bien? » Je dis, « Oui, ça va bien. J'aurais-tu une raison de pas bien aller? » Ben, il dit, est-ce que tu seras à la recherche d'un de tes camions? » Fait que là, je suis persuadé que j'ai changé de couleur un peu. Puis, il me dit, « Martin, on a des infos qui viennent de rentrer. Tu serais mieux de valider de ton côté. » Fait que j'ai été extrêmement surpris, surtout d'apprendre ça d'un tierce parti. Fait que là, on s'est tout de suite mis ses téléphones, puis c'est là qu'on s'est aperçu. Malheureusement, on a été informé par quelqu'un de l'externe qu'il nous manquait un camion. Donc là, on était sous le choc. Mais non seulement il nous manquait un camion, mais c'est un camion extrêmement important parce que c'était, dans notre terme à nous, c'était le shuttle. Donc, c'était un camion dédié. Il faut savoir que toutes les opérations de numéraire sont centralisées à Montréal pour donc l'Est de l'Ontario puis le Québec. Donc, ça finit tout à Montréal à un point à un autre dans la journée. Puis donc, c'est notre camion qui faisait l'Est de l'Ontario et qui était responsable de venir porter ça dans les grands centres bancaires dans le centre-ville. Donc, venait de l'Ontario, s'en venait au Québec. Exactement. Et si je ne m'abuse, le vol a eu lieu à Rigaud. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que depuis ce temps-là, l'automne, puis cette période-là de l'année, ça ne sera plus jamais la même chose pour nous parce que c'est arrivé au Québec. Mm-hmm. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai été en charge de l'enquête avec mon collègue de l'Ontario. Donc, les employés et le numéraire venait, entre autres, oui, du Québec, la section de Gatineau, tout ça, mais c'était essentiellement notre succursale d'Ottawa qui, donc, était responsable d'effectuer le transport à tous les jours vers Montréal. Fait qu'effectivement, on reçoit l'appel. Puis, donc, on s'est mis tout de suite en direction de Rigaud sans savoir que pour les 31 prochains jours, on aurait 4 à 5 heures de sommeil par jour, 7 jours par semaine. Puis là, on venait de tomber, là, tout venait de chambouler. Notre quotidien venait de se transformer d'un seul coup. D'où la raison pour laquelle je reviens tout le temps à ça. Puis je dis toujours, écoute, à 35, ça va bien, mais à 36, peut-être que ça sera autre chose. C'est super intéressant. Est-ce que, donc là, vous vous rendez sur place et là, c'était donc dans un stationnement, je crois, d'un McDonald's? Bien, en fait, l'histoire a pris racine dans le stationnement du McDonald's. OK. Mais à proximité, à Rigaud, il y a une tour de communication qui est sur le sommet d'une petite colline. Et donc, on avait eu la localisation exacte parce que lorsque nous, on est arrivés, il y avait déjà des policiers qui étaient sur la scène. Et fait que c'est un chemin qui est isolé. Okay. C'est un chemin de gravel ou de gravier qui a peut-être 600-700 mètres de long. Et là, donc, c'est juste des gros arbres partout. Puis là, on a donc progressé tranquillement en voiture. Puis là, en s'approchant, on a vu ce qui est, j'allais dire un container, mais un contenant en métal là, qui est fait pour sécuriser l'argent. Okay. Puis là, on en a vu un qui était au sol. Puis là, dès qu'on a vu qu'il y avait ce type de contenant-là au sol, là, on s'est dit, c'est fait. Le camion a été vidé au complet.
Fait qu'effectivement, quand on est arrivé, le camion était très bien caché à proximité d'une tour de communication. Fait qu'il y avait eu de la belle surveillance, il y avait une surveillance assez efficace qui avait été effectuée pour trouver l'endroit puis avoir accès à ces informations-là. Qu'est-ce que ça prend à quelqu'un qui veut voler un blindé? C'est quoi le nombre de contrôles qu'il faut passer au travers? Puis, tu peux me dire que tu es capable de mentionner à cet effet-là, mais évidemment, en sécurité, on est toujours dans une espèce de logique de... Moi, je fais toujours un parallèle avec des oignons. C'est des pleurs d'oignons, des couches de sécurité, de mesures de mitigation, les unes par-dessus les autres. Qu'est-ce que ça prend à quelqu'un de mal intentionné? Il faut en faire beaucoup là, pour être capable d'ouvrir ce genre de conteneur-là. Oui, exactement. En fait, il faut juste se replacer en contexte. 20 ans, pour certains, ça peut paraître très, très loin. Pour d'autres, c'est pas tellement loin, 20 ans dans l'histoire. Mais en fait, au point de vue meilleure pratique, au point de vue gestion de risque, au point de vue technologique, parce qu'il faut juste se rappeler que, par exemple, le GPS, la technologie du GPS est devenue accessible. Bon, c'est une technologie qui a 50 ans, mais est devenue accessible au grand public en 2000. Avant ça, c'était le militaire. Et c'était environ vers l'an 2000 que c'est devenu accessible au grand public. Fait qu'on est en 2005. Ça fait pas quand même des années que la technologie est disponible. Fait que si on se remet en contexte, les méthodes de gestion de risque n'étaient pas pareilles. C'était beaucoup, beaucoup réactionnaire. Et on mettait beaucoup d'emphase sur la sécurité physique, des camions plus gros, des camions plus forts ou des armes à feu des armes à feu utilisées comme moyen de mitigation aussi. Mais une chose est certaine, c'est que les criminels, lorsqu'ils décident d'attaquer un blindé, c'est pas un crime d'opportunité. Ça demande des heures et des journées, parfois des mois de préparation, de surveillance. Il faut avoir accès aux outils, il faut avoir accès à un réseau. Il faut aussi être en mesure d'écouler. Fait que si on fait des vols, puis c'est de l'or, c'est des métaux précieux, c'est des bijoux ou autre, on vient justement d'être témoin d'un très, très gros vol au Louvre. Il est estimé, je pense, les premières informations estiment à 88 millions, mais je pense que c'est difficile de mettre un chiffre là, sur des bijoux de la couronne comme ça, mais fait qu'il faut vraiment avoir toute une organisation. Puis, une chose qui est certaine dans l'industrie, les vols par opportunité, c'est très, très rare. Très, très, très rare là, que vous allez, par exemple, marcher sur le trottoir entre votre véhicule et le commerce, puis là, il y a quelqu'un qui va décider, j'ai une très bonne idée qui me passe par la tête, puis je vais saisir le sac. C'est exceptionnel. Ça demande toujours une grande préparation. L'histoire nous a démontré que, effectivement, il y a de la préparation et que les cibles rarement sont par hasard. Fait que, par exemple, la journée d'attaquer un véhicule, c'est choisi. Les endroits, c'est choisi. Fait que toutes ces choses-là sont choisies. Fait que pour avoir du succès, il faut passer, effectivement, il faut prévoir que les agents sont armés. Il faut prévoir que le camion a des mesures de sécurité. Il faut prévoir les outils nécessaires pour ouvrir le camion, tout ça. Mais on ne se le cachera pas. À l'époque, maintenant, on parle plus des fraudes. Ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Puis il y a beaucoup moins d'attaques sur les véhicules blindés qu'il y en avait auparavant. Ces gens-là avaient accès à tout ça, là. Avaient accès à des spécialistes en système d'alarme, des spécialistes en véhicules. Ils avaient accès à tout ça. Est-ce qu'on peut observer des routines, des routes peut-être qu'un camion peut suivre? Est-ce que, d'après toi, quelqu'un qui n'a pas du tout de lien avec l'interne, puis les procédures internes, les employés ou quoi que ce soit, est capable de réaliser quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'on penche plutôt vers quelque chose de, oui, c'est des menaces internes et quand il y a des situations comme ça, de près ou de loin, ça prend quelqu'un qui parfois peut-être pourrait aussi s'échapper, mais ça pourrait être aussi intentionnel. Des fois, l'être humain, c'est une vulnérabilité, c'est intentionnel ou pas. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Oui, en fait, c'est intéressant que tu apportes cette notion-là de tout ce qui est la menace interne. On ne se le cachera pas, là, pour toutes les grandes organisations,
je m'avancerais à dire que une des plus grandes vulnérabilités, c'est l'humain. C'est le facteur humain, que ce soit de façon volontaire ou involontaire. Je vous donne un exemple dans notre industrie. Tu sais, des fois, je dis dans notre industrie parce que j'ai tellement été là longtemps, mais là, je suis plus là depuis plusieurs années. Sauf que c'est un phénomène de curiosité. Puis les gens sont curieux. Oui. Ça les intrigue. Combien qu'il y a d'argent? Avez-vous des armes à feu? Bon, fait que c'est sûr qu'il y a certaines personnes que même en n'étant pas mal intentionnés, des fois, ils vont peut-être jaser un petit peu trop. Puis la personne qui entend ce message-là, elle aussi, elle est peut-être pas mal intentionnée, mais il arrive un moment donné où tu pourrais partager des choses qui sont dignes d'intérêt pour une personne que peut-être qu'elle n'aime pas ça travailler de 9 à 5 à tous les jours. Là. Puis elle a d'autres alternatives de carrière qui sont moins légitimes. Fait que toute la notion de menace interne, c'est sûr, c'est omniprésent dans ce secteur-là, comme dans plusieurs secteurs. Mais là, puisque c'est de l'argent liquide, puis bon, on va se le dire, là, on travaille tous un peu aussi pour gagner notre vie, puis avoir des biens, puis pouvoir payer nos factures, comme on dit. Mais c'est sûr qu'il y a une vulnérabilité. C'est possible. C'est quelqu'un qui a vraiment l'intention. Il y a une possibilité de pouvoir tenter sa chance, faire une tentative. Ça, c'est pas impossible. Mm-hmm. C'est certain que si, comme criminel, en plus de ça, tu as une personne à l'interne dans cette industrie-là qui est vulnérable, puis ou que peut-être frustrée, elle a des raisons, tu sais, de dire « OK, moi, je mérite un peu plus que ce que j'ai », ça va faciliter ta tâche. Ouais. Absolument. Même des fois, on va le voir dans certains groupes organisés aussi dans j'ai quelques cas, entre autres, cyber, mais des gens qui vont infiltrer des organisations, tu sais, se ramasser aux ressources humaines, engager peut-être des amis, puis là, on se retrouve avec quelques personnes d'un même réseau au sein d'une organisation, puis là, il y a des choses qui peuvent se faire comme ça à l'interne. C'est pas des choses impossibles. C'est pas des choses impossibles. Tu sais, lorsque tu sais que tu pourrais avoir accès à une somme d'argent importante, puis ces gens-là, à l'époque, tu sais, c'était des gens qui étaient vraiment dans ce cercle-là, là, les attaques, les braquages, tout ça. Toutes les stratégies sont bonnes pour essayer d'augmenter tes chances de succès. Fait que, effectivement. Il y avait quoi dans le camion? T'sais, on parle de 35 millions, mais c'est 35 millions de dollars en 20 dollars. Là, En fait, on parle de 35 millions, mais les chiffres ont varié au cours des années. C'est ça. Au début, c'était plus bas. Ils ont augmenté, oui, exactement. Je dirais que ça a eu l'effet d'ouvrir les yeux de plusieurs personnes, ce qui est arrivé. Puis ce que je veux dire par là, c'est que le camion, il pouvait contenir, bien sûr, de l'argent liquide, mais des chèques, et des bons transporteurs, des choses comme ça. Mais l'aspect des chèques, par exemple, c'est un aspect qui avait été sous-estimé à l'époque. Okay. Puis c'est-à-dire que contractuellement, tout le monde dit « Ah, ben un chèque, on va le canceller », puis c'est fait. Mais lorsque dans le camion, il y a plusieurs dizaines de milliers de chèques, si les gens ne sont pas en mesure de canceller ces chèques-là, ben à ce moment-là, la compagnie s'expose à des pénalités puis à devoir rembourser. Puis c'est un gros élément qui a fait en sorte que les montants ont varié au cours des mois. Puis c'est pour ça aussi que ça a été un dossier complexe, parce que moi, il faut comprendre que j'ai été là dès le début, mais après ça, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi, fait que j'ai quitté cette compagnie-là, qui n'est pas du tout en lien avec l'attaque, même si j'ai des collègues qui, malheureusement, eux, ont payé de leur carrière avec eux suite à cet incident-là. Donc, le montant a évolué, mais on est parti d'un montant, je dirais, petit, là, dans le sens de l'industrie, parce qu'on se basait uniquement sur les valeurs qui étaient déclarées. Donc, lorsque le camion quitte, on sait tout le temps les valeurs qui sont déclarées pour ajouter les mesures de sécurité. Mais au cours des années, ben, il y a certaines actions il y a des calculs qui sont faits pour assurer des moyennes. Puis là, ben, c'est au niveau de ces moyennes-là que il y a eu besoin de faire des devoirs puis de revoir la méthodologie, parce qu'on s'est aperçu à cette époque-là qu'il y a la variation entre la réalité puis ce qui avait été déclaré. Il y avait j'allais dire un gap, là, mais il y avait un élément de différence qui était majeur. Je comprends. Puis aujourd'hui,
probablement qu'on verrait du contenu, des contextes vraiment différents dans des camions, dans le sens où, tu sais, des chèques, on fait beaucoup là, des transferts électroniques maintenant. C'est moins quelque chose qu'on va voir là, dans les... Oui, exactement. Puis, il faut se le dire, cet incident-là, tu sais, des incidents comme ça dans le monde, il n'en survient pas beaucoup par année. Ça a eu un impact au niveau mondial. Tu sais, on pense pas à ça, mais même si c'est arrivé dans une petite municipalité au Québec, mais l'incident était tellement sérieux que ça a eu un impact sur le marché des assurances. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peine quelques compagnies qui offrent la couverture nécessaire pour ce secteur d'activité-là. Puis c'est certain que lorsque un événement comme ça arrive, ben, tu sais, les représentants de ces compagnies-là sont tous à Londres. Ils vont quasiment prendre leur café ensemble, puis là, ils se disent « As-tu vu ça? » Ben oui, c'est moi qui couvrais ça. Fait que ça a eu un impact mondial. Bon, il y a eu ça, mais comme tu l'as mentionné, ben là, la technologie est vraiment différente. Les chèques, c'est électronique. On le sait que le volume d'argent a diminué. Fait que depuis ce temps-là, ça a tellement évolué, mais aussi, tout ce qui est la gestion de risque, c'est beaucoup amélioré aussi. Fait que, tu sais, il y a ces éléments-là. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup moins de vols. À l'époque, si on se replace à l'époque, il y avait une quinzaine de vols par année au Canada. Une quinzaine d'attaques. Alors, tout secteur confondu. Toute compagnie confondue. Toute compagnie confondue. Exact. Okay. Oui, exactement. Intéressant. Donc, banque... Non, les vols qualifiés dans les banques, ça c'est complètement à part. Okay. Si on fait juste parler du secteur de transport de valeur, il y avait environ 15 attaques par année. Quand même. Okay. Ben oui, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. Puis, mais là, comme on a pu constater, on n'en voit presque plus dans les journaux, justement parce que les mesures de sécurité se sont améliorées, mais aussi parce que le volume est différent aussi, mais aussi beaucoup parce que on sait que faire un vol par fraude, ben le risque et les pénalités associées à ça sont beaucoup moindres que de faire un vol qualifié contre des individus, alors que ça peut tourner très, très mal rapidement. Fait que, tu sais, on parle de sentences complètement différentes. Peux-tu nous parler des employés qui étaient dans le camion? Donc, qu'est-ce qui leur est arrivé? Donc, il y a un employé qui n'est plus jamais revenu au travail. Donc, ce que les gens ne réalisent pas, c'est les impacts que ça a sur l'humain en arrière de ça. Puis, tu sais, souvent, c'est pour ça que nous... puis, on avait parfois de la difficulté dans le sens où, tu sais, le système judiciaire ou les corps de police, les gens travaillent tous fort, mais on arrive à un point, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va dire « Oui, mais ils sont assurés ». Puis c'est vrai, jusqu'à une certaine part, on est assuré, les compagnies sont assurées, mais avec des déductibles quand même très, très, très importants. Sauf qu'on ne parle pas souvent de l'aspect humain. Puis quand tu arrives sur une scène, moi j'ai eu à le faire à plusieurs reprises dans ma carrière où tu arrives sur la scène, là, les employés sont assis sur un banc, puis là, tu as l'opportunité d'être en contact avec eux directement, puis les mois qui suivent, puis tu vois l'impact que ça a sur les gens. Fait que le chauffeur n'est jamais revenu, pas le chauffeur, c'est-à-dire un des deux employés, là, je ne voudrais pas me tromper en associant avec la mauvaise position, mais il y était deux employés, puis un des deux, en fait, les deux sont jamais revenus au travail pour des raisons différentes. Mais celui qui avait été, je dirais, plus molesté, lui est resté marqué à vie, là. Donc, j'infère parce que tu me dis que c'est pas que les deux employés sont rentrés dans le McDonald's, le camion roulait encore, puis que là, il s'est fait prendre. Donc, eux ont subi une attaque. C'est ça? Oui, exactement. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu mentionnes, puis je reviens un peu à l'aspect procédural, l'aspect technologie à cette époque-là. Il y a beaucoup de décisions qui étaient prises par les départements de sécurité ou autres, puis en se disant, par exemple, c'est OK, on sort une procédure, un règlement ou une directive, mais sans nécessairement penser, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est raisonnable? Puis, tu sais, je vous donne un exemple. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'une équipe n'aura jamais besoin d'arrêter entre le point A et le point B pour aller à la salle de bain ou peu importe.
au lieu de se poser cette question-là puis de se dire, prévoyons, on se fiait trop à l'époque. Non, on leur a dit que c'était interdit. Fait que ça n'arrivera pas. Au lieu de dire, s'il devait arrêter, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est sécuritaire, tout ça? Fait que, effectivement, ce qu'on a découvert, c'est que les arrêts étaient interdits. OK? C'était interdit. Et s'il devait faire un arrêt, il y avait une procédure qui existait, qui n'a clairement pas été respectée à cette époque-là. Puis, dans l'enquête, ben, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que là, lorsque tu commences l'enquête, puis tu parles à des gens, ben oui, on les connaît, ils arrêtent ici à tous les matins. Fait que ça a été, c'est ça, c'est choquant quand tu découvres ça, mais tu te dis, Colin, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent pour prévenir ça, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'il y avait certains ingrédients qui étaient là pour faciliter, je dirais, un événement aussi dramatique que ça. Et ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un arrêt qui était donc interdit, les arrêts étant interdits, mais il y avait une procédure ponctuelle pour un arrêt, disons qu'il faut que quelqu'un aille à la salle de bain ou quoi que ce soit, mais que là, tu te rends compte que non, ça fait partie de leur routine. Donc, exact. Est-ce qu'on peut après ça poser une hypothèse que quelqu'un les observait ou que quelqu'un a remarqué ça? Là, Ben, clairement. Il y a eu, ça a été démontré dans plusieurs dossiers d'enquête qu'il y avait de l'écoute de réaliser que les véhicules ou les endroits où les attaques ont lieu dans l'industrie, c'est toujours sujet à de la surveillance. Mm-hmm. Toujours. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là aussi. Je trouve ça super intéressant, l'endroit où a été commis le braquage, parce que à la frontière entre le Québec puis l'Ontario, ça me rappelle un peu là, le bon cop, bad cop. Ouais. Est-ce que c'est la Sûreté qui s'en occupe? Est-ce que c'est l'OPP qui s'en occupe? Qui prend le lead sur une enquête comme ça? C'est vraiment intéressant comme question, Camille, parce que à un certain point, on se demande même si ça ne peut pas avoir fait partie du plan en ajoutant un nombre d'intervenants dans la soupe, là, si je peux dire ça comme ça. Donc, si je pars au niveau de la compagnie, ben, en partant, on est 2 districts différents. Fait qu'on était 2 responsables de l'enquête. Il y avait mon collègue en Ontario, à Toronto, puis il y avait moi puis mon collègue. Fait qu'en partant, on a cette première étage-là qui fait en sorte que, la responsabilité doit être identifiée, partagée. Fait qu'il y a un petit élément là. Après ça, comme tu l'as dit, là, on rentre avec différents corps de police impliqués. OK? Donc, la première information est rentrée au SPVM. Okay. Après ça, c'est arrivé au Québec, mais c'est une équipe qui vient de l'Ontario. Et là, nécessairement, ça implique la police d'Ottawa aussi, parce que notre succursale est à Ottawa. Fait qu'il y a eu plusieurs acteurs qui ont été impliqués, ce qui a fait en sorte que pendant presque 31 jours, on voyageait à tous les jours Montréal-Ottawa, parce qu'on avait des rencontres, puis on avait plusieurs actions qui étaient prises. Ça a fait partie de la complexité du dossier. Parce que même nous, des fois, on n'était pas tout le temps 100% certain de qui avait la responsabilité. La Sûreté du Québec a déployé beaucoup d'efforts en enquête dans ce dossier-là. Puis nous, c'était nos points de contact. C'était la Sûreté du Québec. Ça, c'est sûr. Par contre, des années plus tard, je suis allé dans une rencontre qui était, je pense qu'à ce moment-là, c'était l'Association des chefs de police du Canada. Puis le sujet est venu sur la table. Puis il y a des gens alentour de la table, tu sais, et sans savoir que j'étais présent puis que je connaissais intimement le dossier, tu sais, ils ont poussé des commentaires. On aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça. Okay. Puis, ben, c'est sûr, c'est un petit peu frustrant comme entreprise privée parce que tu peux comprendre les défis qui existaient dans une enquête comme ça, parce qu'il y a tout le temps des questions, OK, ça va sortir du budget de qui? Qui va coordonner ça? Nous, on a été vraiment chanceux parce que la Sûreté du Québec, comme je le disais, a travaillé très, très fort dans le dossier. Puis on les a appuyés le plus qu'on pouvait. Et là, ça rentre dans le 31 jours, 4 heures de sommeil par jour, là, parce que les demandes, là, ça rentrait, là, mais c'était incroyable. Puis il fallait fournir pour les supporter puis les aider à faire ça. Fait que je vous dirais que
Ma réponse est longue, mais non, c'est super intéressant. C'est vraiment pas simple. La Sûreté a vraiment pris le rôle de leader dans ça. Mais en même temps, les rencontres qu'on avait quotidiennes étaient à Ottawa, avec la police d'Ottawa au crime majeur. OK, crime majeur. Parce que eux avaient des informations de leur côté avec des sujets d'intérêt. Puis c'était plus dans leur secteur à eux. Fait que c'est un tableau sur lequel, comme compagnie, tu dois manœuvrer de façon très délicate puis très efficace. Parce que les demandes rentrent tellement que notre vie a été en suspens, littéralement. Puis là, il faut comprendre qu'on était 2 personnes pour toute l'Est du Canada. Ça va jusqu'à Terre-Neuve. Fait qu'on avait nos journées qui continuaient là-dedans. Mais pendant 31 jours, tu es dédié à ça. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Après ça, comme je le disais, j'ai tranquillement transféré vers une autre avenue. Mais pour ajouter à ça aussi, il y a la pression qui vient du bureau-chef en Angleterre directement parce qu'eux, ils veulent des mises à jour. Et il y a, bien entendu, il y a tout ce qui est fuseau horaire. Mm-hmm. Fait que ça l'ajoutait à cette complexité-là. Oui. Puis ce qui est difficile, c'est que, bon, tu as besoin de tes partenaires parce qu'eux autres eux ont besoin de toi pour que tu leur donnes le plus d'indices pour les aider à enquêter. Mais toi, tu as des comptes rendus à rendre aussi pour savoir on en est où. Fait que c'est tout le temps un jeu d'équilibre de ne pas mettre trop de pression sur tes contacts, mais en même temps, quand tu réussis à établir ce lien-là, puis qu'ils comprennent que toi, tu as comme un devoir aussi de nourrir la machine en arrière, si je peux dire ça comme ça, puis d'envoyer des informations 2 fois par jour. Il fallait qu'il y ait un rapport, un état de situation 2 fois par jour. Ça vient très lourd parce que tu ne veux pas te tromper. Tu ne veux pas en dire trop. Tu sais, tu es tout le temps pris un peu entre alimenter, comme je disais tantôt, alimenter la bête là, pour montrer qu'on avance, qu'on progresse, mais en réalité, on le sait, des fois, ça ne progresse pas. Là. Il y a des moments où ça ne progresse pas, puis là, tu ne veux pas trop parler puis créer une attente. Puis là, après ça, tu es obligé de dire, tu sais, ce que j'ai dit il y a 2 jours, là, en fin de compte, ça ne s'est pas avéré. Fait que c'est tout le temps un jeu d'équilibre. Puis la relation avec tes partenaires policiers, c'est là que ça joue c'est un élément critique. Si ça part mal à partir du début, ça va être vraiment comme un arrachage dedans, là. Absolument. Jusqu'à la fin de l'enquête, là. La crédibilité est super importante, puis c'est fragile parce que, comme tu l'as bien expliqué, il y a plusieurs défis qui sont liés autour des mises à jour. Quand tu regardes 20 ans plus tard ce qui s'est passé, je sais que, bon, avec tout ce que tu viens de dire, vous avez travaillé, toi, ton équipe d'arrache-pied avec des corps policiers impliqués. Qu'est-ce que tu es capable de mettre en lumière puis dire ça, on est vraiment content de ça, ça a bien été fait. Ça, je peux le regarder avec, froidement aujourd'hui puis dire ça, tu sais, best practices, on a suivi ce qu'il fallait. On a suivi ce qu'il fallait, mais j'aimerais ça pouvoir dire oui. Mais on ne serait peut-être pas ici ensemble aujourd'hui. Par contre, ce que je peux dire puis que je vis très bien avec, c'est qu'à posteriori, malheureusement, tous les efforts ont été mis pour essayer de résoudre cette enquête-là, mais aussi pour améliorer la sécurité, entourant la sécurité pour les employés, puis nos opérations. Tu sais, ce qu'il faut comprendre puis démystifier un petit peu par rapport au film là, qu'on voit à Hollywood, c'est que c'est une industrie qui est une industrie de logistique. Ouais. C'est ce qui est transporté dans les véhicules qui peut aller, tantôt on en a parlé brièvement, mais ça peut aller d'un météorite à la Coupe Stanley, à la couronne de la reine. C'est varié ce qui peut être transporté. Puis on a des mandats, oui, ils reçoivent des mandats des fois qu'on ne pourrait pas imaginer. Mais à la base, c'est une compagnie de logistique. C'est un FedEx ou un DHL ou un Post Canada, mais je dirais plus en termes de gestion de risque puis de sécurité. Mais au cœur même de ça, puis l'industrie a dû même s'ajuster parce que pendant longtemps, ça a été vraiment le premier mot, c'est une compagnie de sécurité. Mm-hmm. Mais en fait, c'est une compagnie de logistique sécurisée. Okay? Ce qui n'est pas pareil. Oui. Fait qu'on a un devoir de performance, on a un devoir d'être efficace. Puis le client qui attend après son colis d'argent,
ben, il s'attend à une qualité de service, un peu comme un autre client qui attend son colis chez lui. Donc, il ne faut jamais perdre de vue qu'avant tout, c'est une compagnie de logistique. Puis ce qui ajoute à la complexité dans cette industrie-là, c'est justement l'élément de risque. Fait que moi, j'ai quitté l'industrie en 2019 et il y a jamais des efforts n'ont jamais cessé d'essayer d'améliorer de quelle façon on fait la gestion de risque. Avant même de procéder à un changement opérationnel, bien souvent, moi, quand j'étais là, on faisait une analyse de risque. Et tout ça, il y avait le premier but, c'était toujours la sécurité des employés et la sécurité de nos clients. Donc, parce que veux pas, si je change mon modèle d'affaires, par exemple, de travailler de 3 employés à 2 employés, ben, il faut jamais que j'oublie mon client parce qu'à la fin de la journée, il fait partie de la chaîne de logistique, mon client. Puis, est-ce que lorsque je vais me présenter chez mon client, ça va représenter un risque supplémentaire pour lui? Fait que, au cours des années, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées. Mais ce que l'industrie vivra toujours comme défi, c'est qu'ils doivent être aussi performants qu'une compagnie de logistique générale, je dirais, mais en gérant un risque qui est beaucoup plus grand. Et là, c'est de voir comment on rencontre les impératifs d'efficacité, de sécurité, financier, réputationnel. Fait que c'est tout cet élément-là qui est différent. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, de mon point de vue de néophyte qui ne connaît pas du tout cette industrie-là de transport de valeur, un premier réflexe, ça pourrait être de se dire, mais comment ça se fait qu'à chaque jour, on ne change pas les routes? Comment ça se fait qu'on, y a pas un système qui pourrait faire en sorte que les chauffeurs ne savent même pas où ils s'en vont cette journée-là. Oui. Mais là, pour revenir à ce que tu dis, tout le volet optimisation, efficacité, productivité, qui sont très importants pour une entreprise de logistique. Oui. Mais là, on perd beaucoup d'efficacité, j'imagine, en mettant en place des mesures comme ça. Oui, mais je te dis pas que ça n'existe pas. Okay. Il y a vraiment des capacités de s'adapter. Okay. Puis là, ben, c'est sûr que si il y a une gestion de risque proactive qui est faite, puis il y a une menace qui est identifiée ou un élément qui ressort, puis il y a comme une lumière jaune qui allume, il va y avoir des modifications d'apporter. Mais c'est pas nécessairement la règle à tous les jours. Ça veut pas dire, par contre, que la route n'est pas la même à tous les jours. Elle peut varier. Il y a quand même un certain élément de variation qui existe. Mais une chose est sûre, c'est que moi, quand j'étais là, dès qu'il y avait une information, une intelligence qui nous arrivait, tout de suite, il y avait un plan opérationnel de mis en place, puis il y avait des modifications de fait. Ça, c'était automatique. D'où l'importance de faire une due diligence, d'où l'importance d'avoir des excellentes relations avec nos partenaires publics, les corps de police, etc., pour pouvoir faciliter cet échange d'informations-là. Tu sais. Partage de renseignements, c'est toujours le nerf de la guerre. Oui. Puis oui, c'est sûr que si tu as des super bonnes relations avec les gens, aux renseignements criminels ou autres, ben là, ils vont avoir tendance à t'appeler... Martin, on a fait quelque chose là-dessus. Là, exact. Puis comme un peu le matin qu'on a eu cet appel téléphonique-là, tu sais, je veux dire, je ne m'attendais pas à ça, mais on l'a eu, on avait cette connexion-là. Et il nous a tout de suite appelé. Fait que c'est sûr que toi, quand tu reçois cet appel-là, ben, tu auras toujours espéré que ce soit ton centre de répartition qui te fasse cet appel-là et non pas un partenaire extérieur, tu sais. Ou que ça monte chez nos patrons. Oui, non. Là, on l'apprend par eux. Ouais. C'est moins le fun aussi, ça m'est... Exact. Been there, done that. Donc, pas dans le secteur des transports des valeurs, mais ça peut arriver... Là, j'ai été chanceux, on l'a appris, mais c'est ça, lorsque ce téléphone-là est rentré, la vie venait de changer, puis on n'avait aucune idée, même à ce moment-là, à quel point que notre quotidien venait de changer. Mais si je peux juste revenir un peu sur l'incident, à quel point ça chamboule, c'est tellement... Jamais j'avais été exposé à ce côté-là de publicité. Une attaque d'envergure qui a eu beaucoup de répercussions au niveau des médias avec la couverture, tu sais, à un certain moment dans la journée, l'hélicoptère. À ce moment-là, TVA avait son hélicoptère qui sortait régulièrement. Mais là, c'est sûr qu'ils se sont fait un plaisir de venir survoler les lieux, montrer les images aériennes. Mais jamais j'avais soupçonné, puis j'ai comme plus apprécié même le travail policier, à quel point les gens, ils veulent aider,
mais en même temps, le nombre d'informations qui rentrent, ça vient de tout azimut. Et là, il faut que tu tries là-dedans qu'est-ce qui semble pertinent, crédible, puis qu'est-ce qui semble être quelque chose là, que vraiment tu dis, wow, d'où ça vient? Oui, parle-moi de ça, le bout de l'enquête où tu as des gens peut-être potentiellement étranges qui t'appellent et qui te donnent l'information qui est complètement absurde ou autre. Là. Comment ça peut nuire à une enquête? Puis c'est comme ça dans toutes les enquêtes médiatisées. Oui, ben, c'est pour ça que je te dis que j'ai comme eu une appréciation différente de la charge de travail que les gens qui sont responsables de mener ces enquêtes-là dans nos corps policiers, à quel point ils peuvent être submergés. Puis moi, je n'avais pas été exposé à ça auparavant parce que dans notre secteur d'activité, c'était souvent très, très low profile. Puis c'est sûr que s'il n'y avait pas eu une couverture journalistique, il n'y a pas personne qui s'empressait d'aller voir un journaliste pour faire sortir ça. Beaucoup pour la sécurité de nos employés. Parce que malencontreusement, il est arrivé des situations où, tu sais, c'est sûr, c'est impressionnant de dire des chiffres à la télé. Fait que des journalistes ont leur travail à faire et ils ont des mandats à réaliser. Fait que c'est sûr que de venir pouvoir mettre en information ou de transmettre, il y avait 400 000, il y avait 500 000, tu sais, des montants qui attirent l'attention dans des vols de guichet automatiques, bien, c'est sûr que pour eux, je comprends l'objectif, mais pour nous, pour nos employés, ben nous, ça nous fâche parce que, ça nous fâche. Ça nous frustrait à l'époque parce que, c'est trop donné d'informations qui souvent n'étaient pas précises. Fait que ce que je reviens, c'est que à partir du moment où il y a eu le vol, il y a des gens de tout acabit qui ont commencé à appeler. Puis ce que ça fait, puis là, je parle là, des gens, des voyants. C'est quoi les affaires les plus marquantes dont tu te souviens ou peut-être absurdes ou drôles? Oui. Ben, tu sais, je pense que, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, des gens qui trouvent de l'eau avec une branche de bois, là. Non. Bon, il y a des gens qui auraient certaines capacités, puis je ne l'ai pas essayé. Fait que je le sais pas, je l'ai pas essayé, mais semble-t-il que, bon, avec une certaine catégorie d'arbres, une certaine sorte d'arbre, c'est une branche qui est utilisée, puis lorsqu'il se promène sur un terrain, il serait capable d'identifier des sources d'eau sans être obligé de driller puis d'aller chercher dans le sol. Okay. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qui existent. Fait qu'il y a des gens comme ça qui nous ont appelés. Okay. Puis là, les gens ont commencé à nous appeler puis à dire qu'il y avait des indices. Fait que, autant il y en a qui avaient une certaine crédibilité, puis là, ben toi, tu travailles jour et nuit sur cette enquête-là avec plein de partenaires, fait que c'est sûr que tu veux pas pousser du revers de la main trop rapidement, ben oui. Mais il y en a d'autres que, clairement, ils appelaient, puis tu te grattes la tête, là. Tu sais, ça te fait vraiment poser des questions sur la nature humaine, là. Puis c'est presque triste des fois, mais c'est ça, ils nous disaient qu'ils savaient c'était où, puis qu'ils connaissaient les gens, puis tout ça. Mais il y a aussi eu des gens avec beaucoup de crédibilité qui nous ont contactés, qui travaillaient dans des milieux particuliers, d'où on avait retracé les appels à ce moment-là, et on avait beaucoup d'espoir qui nous rappelleraient. Puis il faut se rappeler, puis je voudrais pas dire un montant là, parce que ça date, mais la récompense qui avait été offerte a graduellement monté pour atteindre un montant qui était très significatif. C'était 2 millions, je pense. Oui. Fait que ça a atteint un montant extrêmement significatif. Et les gens qui ont appelé, je me rappelle de 2 cas principalement, étaient très crédibles. Et on avait vraiment espoir qu'ils nous recontacteraient avec des informations supplémentaires. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Puis ça, quand tu n'es pas habitué d'avoir ce genre d'informations-là, parce que les policiers baignent là-dedans tous les jours, mais moi, puis mon partenaire à ce moment-là, on n'avait pas été exposé à ce... Fait qu'on a peut-être cru trop rapidement, hey, on a peut-être un bon lead. Puis justement, tantôt je parlais que c'est tout le temps complexe de trouver l'équilibre entre quoi partager avec tes dirigeants qui exigent un update et ne quoi pas partager tout de suite parce que
des fois, le ballon va dégonfler. Ben ça, je me rappelle bien, ça, c'est un exemple. À l'époque, il y a 20 ans, j'étais vraiment optimiste. Puis la personne, elle nous avait comme vraiment donné espoir qu'elle pourrait nous recontacter puis nous en dire davantage. Fait que j'avais partagé cette information-là avec ma haute direction. Fait que là, c'est sûr que pendant plusieurs jours, là, j'ai eu à répondre. Est-ce que la personne vous a contacté? Avez-vous... Fait que ça, c'est quelque chose que j'éviterais aujourd'hui. Ah, ça crée des attentes. Oui, exactement. Ça crée ces attentes-là. Est-ce qu'il y a des choses que, quand tu regardes 20 ans plus tard, tu dis ça, là, Moses qu'on l'a échappé? T'sais. Bien, tantôt, je parlais, puis ça, c'est entre écrire une directive, puis de uniquement se fier au fait que c'est une directive, on les force à respecter la directive. Pas assez, on s'est posé la question, oui, mais est-ce que c'est réaliste? Tu sais, conduire 250 km ou 300 km, parce que des shuttles, il y en a à travers le Canada, est-ce que c'est réaliste de penser que... Nous, on comprend c'est quoi l'objectif en arrière, mais est-ce que c'est réaliste de penser qu'une équipe n'arrêtera jamais, qu'ils n'auront pas besoin d'arrêter? Puis, est-ce qu'on a prévu un plan B? Fait que trop souvent, dans les années passées, on se fiait sur l'espèce de côté, j'allais dire, on est la sécurité, on vous donne une directive, puis il y avait comme un élément, suivez-la. Puis il y avait comme un élément qui n'était pas tout le temps réalistique en arrière de ça. Fait que le meilleur exemple, c'est après ça, le design des camions a été changé. OK? On a ajouté des éléments dans les camions justement pour prévenir ces choses-là, comme par exemple une salle de bain. Bon, une salle de bain, il faut s'entendre, là, c'était très rudimentaire, mais c'était c'est un outil qui a été ajouté, qui n'aurait jamais été imaginable avant. Et donc, ça a été ajouté dans plusieurs véhicules justement pour dire, ben, c'est là. S'il fallait que quelqu'un doive s'arrêter, par exemple, ben, on a comme bonifié les équipements à bord du véhicule. Mais ça, jamais ça aurait été imaginé avant. Jamais ça aurait été imaginé avant. On se fiait que, non, nous, on a dit que c'est ça la directive, puis ils vont la respecter. Mais là, ils ne l'ont pas respecté, puis il y a eu cet élément-là, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est très culturel aussi. Tu sais, dans notre secteur, à nous, en sécurité, c'est pas... ou peut-être les choses sont en train de changer un petit peu, mais historiquement, c'est pas des endroits où tu te fais donner des ordres. Fait qu'on a, pour des agents, même encore aujourd'hui, ça s'appelle des directives de site ou des ordres de poste. Fait que c'est comme, c'est un ordre, ça le dit. Oui. Tu dois suivre A, B, C, D, et ça se fait comme ça. Il y a peu de place à la dissidence, il y a peu de place à... au facteur humain? Au facteur humain, oui, mais moi, ça me tente pas. Tu sais, on n'est comme pas là-dedans. Là. C'est pas nécessairement collaboratif où à tous les jours, tout le monde pourrait donner son opinion par rapport au protocole. Comme je te dis, je pense que les choses changent aujourd'hui. Puis même dans les cultures de sécurité, il y a, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais de l'empowerment à tous les niveaux. Puis on va demander aux gens, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, là, voyez-vous des faiblesses, des vulnérabilités dans ce protocole-là? Comment est-ce qu'on peut faire les choses mieux? Peut-être il y a 20 ans, je me permets encore une fois l'hypothèse que c'était peut-être un petit peu différent, justement, comme ce que tu décris, qui était peut-être une... je veux pas dire une déconnexion parce que c'est trop fort, mais entre les gens qui s'occupent du stratégique puis les gens qui s'occupent de l'opérationnel. Donc, est-ce que toi, tu as la même vision? Est-ce que tu penses que les choses ont évolué puis qu'aujourd'hui, les gens parlent plus, c'est plus collaboratif, plus transparent? Bien, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités d'amélioration. Puis on le voit là, on le voit avec la nouvelle génération de gestionnaires en sécurité qui a une approche qui est différente. On le voit que ça fonctionne plus vraiment, là. Comme tu disais tantôt, les attentes, c'est une directive, ils vont le respecter, puis ils sont mieux de la respecter. Puis ce genre de discours-là, en tout cas, j'ose espérer que c'est de moins en moins présent. Les gens dans mon réseau, je les vois pas gérer comme ça. Puis c'est pas nécessairement de se mettre de vouloir plaire à tout le monde, mais c'est juste de dire, est-ce que c'est réaliste d'avoir cette attente-là face à telle ou telle directive?
Autre le fait qu'on aimerait ça que ça soit comme ça, là. Il faut jamais perdre l'objectif de cette directive-là, c'est quoi? Puis de dire, OK, mais on travaille avec des humains. Oui, okay? Absolument. Fait que si l'humain, tu sais, je vous donne un autre exemple, Camille, c'est interdit d'abandonner son poste. OK, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la sécurité. D'accord, mais c'est quoi le plan B? Tu sais, moi, je m'en rappelle, puis là, je bifurque un petit peu du sujet, là, mais juste rapidement, on a eu une situation dans les derniers mois où c'était un agent qui était présent, sa conjointe était sur le point d'accoucher, il a fallu qu'il quitte. Oh. Puis là, il y a des gens, tu sais, qui ont eu des visions différentes par rapport au fait que la personne avait quitté son poste, mais on s'entend que c'était quelque chose d'important. Une force majeure. Oui. Puis au lieu d'avoir une alternative ou un plan B, c'était comme compris, mais non, mais il ne quittera pas son poste, il n'a pas le droit. Fait que tu sais, c'est un peu je reviens avec l'attaque. Parce que c'est important. Les équipes voyagent sur des longs trajets. Puis des fois, on a tout le temps cette espérance-là que non, mais on leur a dit de ne pas arrêter. C'est interdit, ils n'arrêteront pas. Mais non, c'est pas ça la nature humaine. La nature humaine, c'est pas ça. Fait que est-ce qu'on a des indicateurs qui vont nous informer rapidement s'il y a une situation? Ouais. Puis même qu'à un certain point, dans la dernière compagnie pour laquelle j'ai travaillé, on a fait des ajustements, puis on a vraiment comment j'allais dire, on a mis la technologie en action, justement pour essayer de réduire les impacts sur la vulnérabilité que peut représenter l'humain. Puis on s'est dit, OK, l'humain, dans certaines circonstances, il peut être vulnérable à une prise d'otage, parce qu'un élément qu'on n'a pas parlé, mais qui est connu dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle le Tiger Kidnap. Tiger Kidnap, c'est une expression qui existe depuis fort longtemps. Puis dans le fond, c'est l'attaque du tigre, là, mais c'est juste pour faire le parallèle entre un tigre qui surveille sa proie lentement, longtemps, avant d'attaquer. Ben, dans notre industrie, c'est connu, ça. Fait qu'il y a des prises d'otages qui se font, surtout en Europe, où l'agent qui est, par exemple, responsable d'un site, qui est souvent là la nuit toute seule, ou on va faire un parallèle avec un chauffeur dans le véhicule, qui est tout seul pendant que ses collègues sont à l'intérieur, ben, il existe des plans d'attaque pour, justement, prendre sa famille en otage et de le forcer à collaborer. Fait que là, en révisant nos procédures, on s'est aperçu, est-ce que c'est toujours la bonne chose à faire d'avoir, dans certains contextes, un employé? Ou est-ce qu'on peut utiliser la technologie? Mais c'est ce qu'on a fait suivant une attaque comme ça. C'est tout de revoir comment la technologie peut nous aider pour réduire la vulnérabilité qui est associée à l'humain. Ouais. Que l'humain veuille ou pas, s'il est forcé de collaborer, ça représente une vulnérabilité pour la compagnie. Ou si, au contraire, il est volontaire puis il va tirer profit d'une attaque comme ça, bien, comment nous, comme compagnie, on peut se protéger? Fait que c'est pour ça que je dis que depuis cette attaque-là, ça a été comme un réveil pour plusieurs parce que ça a eu des impacts très importants. Puis il y a des hauts dirigeants qui ont perdu leur emploi par rapport à ça, que les raisons étaient bonnes ou pas, mais ça fait juste démontrer à quel point les hauts dirigeants, tu sais, parfois on les regarde, on dit « Ah, eux autres sont chanceux, gros job, avantages, tout ça », mais il y a une responsabilité énorme sur leurs épaules. Puis c'est impossible de tout connaître en tout temps de tes opérations. Mais ce qui est arrivé ce jour-là a fait en sorte que, je peux te le dire, que les rapports quotidiens, il y a une grande révision qui s'est faite pour avoir une meilleure visibilité sur quels sont nos niveaux de risque. Fait que ça, je suis content de voir que tout ce qui est gestion de risque, des analyses, des outils, ça a vraiment eu un impact important puis de façon positive. C'est super intéressant de voir comment les choses ont évolué justement depuis ce temps-là, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre en sécurité. On devrait constamment
On devrait constamment considérer nos outils comme étant evergreen, là, si je peux me permettre de le dire comme ça, Oui. de jamais accepter le statu quo, d'accepter que ça va toujours être à revoir. Après un test, après un incident, on devrait regarder l'ensemble de nos pratiques, les bonifier. On devrait faire des cold wash. Martin, on est rendu à la section, le segment plutôt, du podcast qui s'appelle « La question qui met un froid ». Donc, la question qui met un froid, elle est au profit de la ferme Chrysalide. Donc, tu es ici aujourd'hui avec moi, c'est bénévole, mais en ton nom, on fait un modeste don de 50 $ à la ferme Chrysalide. Et si tu réponds à ma question qui met un froid, on double notre don. Oh, pas de pression. No pressure. On salue d'ailleurs notre collègue de l'industrie, Bruce Lapointe, qui est fondateur de la ferme. Dis-moi, Martin, selon toi, selon les gens qui ont travaillé, donc les gens qui ont travaillé sur cette enquête-là, est-ce que vous savez qui l'a fait? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais. Ben, c'est sûr que le commun des mortels qui va écouter le podcast, c'est sûr que quand on dit ça, c'est décevant. Puis là, ils sont là, oui, mais vous le savez. Mais pour les gens qui travaillent, encore là, ça m'a permis d'avoir une appréciation différente du travail policier, mais plus large, des gens qui travaillent dans l'appareil judiciaire, parce que en ayant... Puis pour une bonne raison, je veux dire, le système judiciaire est bâti de façon à ce que ça soit équitable, que ça soit basé sur des faits, bon, etc., etc. Mais comme nous, comme entreprise privée à ce moment-là, de savoir qu'il y avait des indices extrêmement pertinents vis-à-vis certains individus, c'est sûr que nous aussi, on se dit, OK, mais on a cet élément-là, plus cet élément-là, plus cet élément-là. C'est sûr que sans vouloir mettre de la pression sur tes partenaires policiers ou autres, procureurs, tu veux pas tout le temps être là. Oui, mais comment ça? Pourquoi vous êtes... On comprend qu'il y a une complexité. Est-ce que le fait que... Puis, je lance ça comme ça, là. Je n'ai aucune preuve, rien, mais est-ce que le fait que, tantôt on parlait du fait que ça s'est déroulé sur 2 territoires, en fait, ça implique des juridictions différentes. Est-ce que ça l'a ajouté à la complexité? Oui. C'est certain. Il y a aussi un élément de langue. Anglais-français, ça a été aussi un élément peut-être. Fait que c'est certain que pour nous, c'est frustrant, puis je me rappelle pas à l'époque d'avoir partagé ou d'avoir répondu aussi directement à mes boss à l'époque. Parce que, justement, venant d'un autre pays, avec des juridictions différentes, avec un droit différent, c'est souvent difficile pour les gens de comprendre pourquoi, bon, le système judiciaire, le DPCP, tout ça, ils sont pas en mesure de procéder. Puis, j'étais pas outillé pour répondre à tout ça. Fait que, mais aujourd'hui, sachant ce qu'on sait, ça reste que c'est une frustration. Puis c'est des professionnels avec qui on travaillait, puis tout le monde là-dedans veut gagner. Fait que je suis persuadé que si leur dossier avait été assez fort, je suis persuadé qu'il y aurait eu qui auraient été au tribunal avec ça, mais... Donc, il n'y a pas eu de mise en accusation? Il n'y a eu aucune mise en accusation. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Donc, Rien. Des gens qui ont été interrogés? Même pas. Donc, Je veux dire, il y a eu beaucoup de travail. Ouais, il y a eu beaucoup de travail d'interrogation qui a été fait. Effectivement, il y a beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. OK, intéressant. Mais les éléments rassemblés ne permettaient pas d'aller jusqu'à la cour. Puis ça, encore là, ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas une réalité que nous, au privé, je veux dire, on connaissait la réalité, mais on n'était pas nécessairement conditionnés comme les sergents détectives qui étaient là ou les procureurs, que eux vivent cette réalité-là à tous les jours. Puis là, là, tu comprends à quel point, lorsque tu es un acteur du système judiciaire, puis que tu as arrêté quelqu'un la veille, le lendemain, tu le vois, il commet un autre meurtre d'une nature similaire. Je veux dire, ça doit être tellement difficile pour eux et elles de gérer ça. Moi, tu sais, j'avais cette frustration-là, mais je peux juste imaginer eux qui travaillent sur 8, 9, 10 dossiers similaires, ou en tout cas
en même temps, ça doit être dur de garder leur motivation. Moi, aujourd'hui, ben, c'est sûr que des fois, ça arrive parce qu'on a tout le temps de fierté là-dedans aussi. On a travaillé fort. Puis l'équipe qui a continué le travail après mon départ, ils ont travaillé fort. Puis, tu sais, tout le monde veut arriver avec des réponses. Puis le fait qu'on sait qu'il y avait des individus qui ont été clairement identifiés, en tout cas des sujets à fort intérêt, ben c'est ça. On joue entre frustration, puis on se dit... Tu sais, des fois, j'aurais-tu aimé mieux de ne pas le savoir, ça m'aurait moins frustré. Mais là, ben, c'est ça. Ça fait partie de la réalité, mais ça te fait juste apprécier encore plus, comme je le disais, la frustration souvent que les gens, les policiers, les policières doivent travailler avec parce que eux, ça leur arrive, j'imagine, à chaque semaine. Là. Absolument. Puis, je ne suis pas du tout une experte, mais je peux apprécier pourquoi le système, il est comme ça. On ne veut pas... qu'il y a des innocents qui se retrouvent emprisonnés pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Donc là, puis là, quand je réfère à ça, je réfère à nos fardeaux, là, hors de tout doute raisonnable, en ce qui a trait aux mises en accusation de droit, au droit criminel, au niveau du droit criminel. Ceci dit, je comprends aussi l'autre côté de la médaille quand tu me dis, ben on sait qu'il l'a fait. On n'a juste pas ce qu'il faut pour être capable de le prouver. Puis c'est ça que j'avais j'ai des professeurs qui nous mentionnaient beaucoup ça. C'est une chose de savoir, c'est une autre chose d'être capable de le prouver. Puis c'est ça, c'est ce que ça prend. Donc, ben, absolument. Puis, tu sais, il y a beaucoup de filatures qui ont été faites. Il y a plusieurs stratégies d'enquête qui ont été développées. Puis, on apprenait des choses. Puis, nous, en sachant ces choses-là, bien sûr, on ne les partageait pas, on ne pouvait pas les utiliser, mais des fois, on essayait de travailler sur un autre niveau de l'enquête. On savait ce que la personne nous disait, c'était pas vrai parce que on avait accès à de l'information qui rentrait de la filature ou peu importe. Fait que ça, c'était frustrant parce qu'on savait que, on se faisait mener en bateau. Mais comme je le dis, c'est de l'expérience qui est entrée. Mais aujourd'hui, je me répète, là, mais ça fait juste dire que les gens qui travaillent dans le milieu policier, à quel point ils doivent être motivés, puis de toujours garder le focus parce qu'eux, ils vivent ça à toutes les semaines. Là. Puis ça doit être encore multiplié par 100, par 1000 lorsqu'on parle d'être humain, des crimes contre la personne. Nous, ben, c'était de l'argent. Bon, il y a eu des impacts collatéraux, mais je veux dire, on est loin d'une agression sexuelle ou d'un meurtre ou des choses comme ça. Là. Comment est-ce que toi, ça t'a changé sur le plan professionnel, peut-être même personnel, de vivre ça, le Martin? Parce que c'est tellement gros, des événements comme ça, des crises comme ça. C'est marquant dans une carrière, dans une vie. Le Martin d'avant, le Martin d'après, qu'est-ce qui a changé? En fait, je dirais, je me répète, tout peut changer en une fraction de seconde. Ça m'a vraiment fait réaliser ça. Ma vie bon, c'est un grand terme, là, mais en tout cas, ma vie, de façon temporaire, a changé là, en quelques secondes. Fait que ça me permet, c'est drôle à dire, mais ça me permet d'apprécier plus le moment présent. Mais au-delà de ça, c'est tout ce qui est le contrôle des émotions pendant une enquête. Quand tu diriges un dossier comme ça, de faire attention à ton enthousiasme avant de partager des détails, parce que, tu sais, on travaille fort. Là, moi, aujourd'hui, mon rôle fait en sorte que je suis moins dans le domaine des enquêtes, mais lorsque je l'étais, c'est sûr que tu veux montrer à soit tes patrons ou tes partenaires, tes collègues que hey, je progresse. Mon enquête avance parce qu'eux, des fois, ils ne te voient pas pendant des jours parce que tu travailles le soir, la nuit, le jour, peu importe. Puis là, il y a tout le temps un phénomène que tu veux qu'ils sachent que tu progresses puis que tu avances. Fait que depuis ce temps-là, ça m'a appris à être plus posé dans ce que je partage, à qui je le partage, et jusqu'à quel niveau je le partage. Tu sais, il y a une expression en anglais qui dit under promise, over delivered. Puis c'est tellement vrai parce que des fois, toi, tu penses que le détail que tu vas partager pour toi, bon, ça fait partie de ton enquête, mais pour la personne à qui tu le partages, lui, là, tu viens peut-être lui donner un morceau de viande, là, puis là, il va sauter là-dessus.
Et là, non seulement ça va te détourner de ton effort sur ton enquête, mais tu vas passer plus de temps à être obligé de justifier tes progrès que de travailler sur ton enquête. Puis moi, c'est ce que j'ai connu un petit peu parce que, comme je le disais tantôt, il fallait fournir deux mises à jour par jour avec le décalage horaire, avec une direction canadienne, mais une direction au UK aussi. Fait que je pense que c'est ça, être plus posé, puis d'aller un petit peu plus en retenue. Puis quand tu es très emballé par une découverte, de prendre du temps pour l'absorber et non pas la partager sur le champ. Ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'applique maintenant. Ça m'a servi beaucoup. Puis, comme je le disais aussi, c'est... Ben, je le mentionnais au niveau là, du fait que tout peut chavirer en l'espace d'une seconde, que ce soit un accident ou que ce soit un gros incident sur lequel tu dois enquêter, mais aussi ce qui m'a... je savais que c'était important avant avec les formations, tout ça, mais le souci du détail, c'est tellement important, le souci du détail, la précision des informations et de quelle façon tu partages cette information-là, par courriel, par écrit, par téléphone. Ça aussi, il faut être prudent. Il faut être très prudent, surtout si tu travailles pour une entreprise publique. Il faut tout le temps que tu sois très précis, toujours professionnel, toujours éviter tout ce qui est ventilé, parce qu'il y a des moments de frustration dans l'enquête, puis fait qu'il faut que tu sois très prudent, mais le souci du détail, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai encore développé de façon plus pointue après cet incident-là, parce que le lendemain, après que j'avais fait mon bilan de fin de journée, là, bien sûr, il y avait le décalage horaire. Donc, moi, quand je me levais, il y avait déjà eu connaissance du rapport. Puis là, les questions rentraient. Puis des fois, quelque chose qui est clair pour toi dans ta tête, mais c'est pas tout à fait... La personne qui est au bout, elle reçoit pas nécessairement le message de la même façon. Fait que la précision dans le travail, puis dans les prises de notes, ça c'était de la rédaction là, de façon constante. La reddition de compte, hein, puis souvent, quand il va y avoir des incidents, la gestion de crise, puis tout ça, tout ce qu'on documente est tellement important parce qu'après ça, on pourrait se faire justement questionner. Oui, mais à telle heure, vous avez fait telle chose. Oui, mais à telle heure, on savait aussi ça. T'sais, ce qu'on a su comme ça, c'était 3 heures après. Puis ça, c'est souvent beaucoup d'enjeux, là, moi, que j'ai constaté en ce qui a trait à la documentation, la traçabilité des actions qui sont prises, puis tout ça. Fait que c'est super intéressant ce que tu dis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a énormément de stratégies en communication de crise, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on dit à qui, comment, pourquoi? Parce qu'on veut pas laisser les gens non plus dans le néant, parce que si on donne pas de statut, les gens vont créer leur propre narrative. Puis là, ça aussi, ça peut être vraiment dangereux. Ouais. Martin, tu as fait tellement de domaines au sein de la sécurité. Il y a tellement de spécialités. Tu as touché à plein de choses. Le transport de valeur, la sécurité physique, la gestion de crise, les mesures d'urgence, continuité des activités. Si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être un étudiant dans le domaine ou quelqu'un qui s'y intéresse, quel conseil est-ce que tu donnerais à cette personne-là pour pouvoir aspirer à une carrière dans le domaine? En fait, c'est vraiment intéressant parce que justement, on a débuté à la Place des Arts à recevoir ou à comment je dirais, supporter le développement professionnel. Puis on a des stagiaires maintenant. Puis on a vraiment hâte au mois de janvier. On va avoir l'Université de Montréal avec 2 stagiaires au bac qui viennent nous voir. Puis ça va être une belle opportunité d'échange. Puis ce qui est difficile en sécurité, c'est que c'est tellement large qu'à un moment donné, tu essaies de trouver ta place. Puis il faut faire attention entre essayer de trouver son créneau, là, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être penser côté financier. Y a-tu des bonnes conditions de travail? Les horaires de travail? Puis je dis pas qu'il faut pas le considérer. Il faut absolument mettre ça sur papier puis prendre conscience de si je travaille, par exemple, je dis ça comme ça, là, une pharmaceutique. Bon, ça pourrait avoir un horaire de travail semblable à ci avec les avantages. Je travaille dans l'événementiel comme en ce moment. J'ai un fun noir avec mon équipe, puis
j'ai vraiment, je pense, trouvé un élément important qui me passionne. Puis ça, je vais revenir à ta question. C'est pourquoi je fais ça. OK? Fait que je reviens à ça. Est-ce que c'est pour les horaires de travail? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que j'ai l'impression de réaliser quelque chose à la fin de la journée? Est-ce que je vais contribuer à quelque chose? Puis c'est pour ça que je suis si heureux d'être avec l'organisation que je suis en ce moment puis d'avoir le mandat que j'ai. Parce que à la fin de la journée, lorsqu'un spectacle a cours, je le sais que j'ai contribué avec mon équipe au succès de ça, puis que les gens qui viennent pour passer un bon moment, bien, on va avoir contribué à notre hauteur à ce moment magique-là. Puis ça, c'est important, puis ça revient, pour répondre à ta question de façon précise, il ne faut pas essayer d'être bon dans tout. Il faut essayer de trouver vraiment qu'est-ce qui nous passionne. Parce qu'à tous les jours, se lever, puis effectuer le travail, puis faire des longues journées, si on n'aime pas ça, on ne fera jamais le extra mile, là, qui va nous différencier de la compétition, puis qui va faire en sorte qu'on est comme un poisson dans l'eau. Fait que mon conseil, ce serait de dire, essayez, mais n'essayez pas d'être bon en tout. Ça ne marchera pas. Pour satisfaire, pour essayer de... Dans le fond, on essaie d'être comme un arc-en-ciel là, ou un canif suisse. Là. On essaie d'être bon dans tout pour essayer d'augmenter nos opportunités. C'est vrai que, comme premier réflexe, c'est normal, selon moi, de l'avoir. Mais à un moment donné, après avoir fait des expériences, je pense que c'est important que les personnes essayent de trouver c'est quoi leur carré de sable, où ils vont exceller, puis ils vont réussir à se démarquer parce que ça va être une passion. Puis jour après jour après jour, ils n'auront pas l'impression nécessairement de travailler. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui parle « Ah oui, en cybersécurité, c'est payant ça, c'est payant. » Puis c'est vrai que c'est payant. Ils font souvent des très bons salaires, mais le chèque que tu reçois à 2 semaines, là, tu vas t'habituer à ce montant-là. Mais comment tu te sens chaque matin quand tu te lèves pour commencer tes dossiers puis travailler, ça, il n'y a rien qui remplace ça. Fait que oui, moi, je suis pour l'expérimentation, mais il faut garder en tête qu'on ne peut pas être bon dans tout. Puis il faut se trouver quelque chose dans lequel on est confortable, puis de vraiment devenir bon dans ce secteur-là. Ma réponse est un peu longue, là. Non, mais j'adore. C'est super intéressant, c'est d'être aligné, puis avec ses valeurs, avec ce qui nous rend heureux, pour être épanoui, parce que comme tu le dis... un chèque de paye, ça a ses limites, puis à un moment donné, ça va pas suffire pour rendre une personne heureuse. Exact. Martin, merci infiniment pour ta générosité, pour ton témoignage. Les gens qui nous écoutent, qui veulent te suivre, tu es une voix puissante sur les réseaux sociaux en matière de sécurité. Tu partages toujours des choses super intéressantes. Où est-ce qu'on te suit? Le plus facile, c'est LinkedIn. OK. Vraiment, vraiment là. C'est ma plateforme préférée. J'y suis à tous les jours. Puis j'essaie d'encourager les gens qui partagent du contenu pertinent puis tout ça. Fait que je le sais, j'essaie de rendre ça un peu actif. C'est vraiment là, la meilleure façon de me suivre. Puis s'il y a des gens qui viennent voir des spectacles, je suis souvent là. Ça va me faire plaisir de connecter avec les gens aussi. Merci infiniment, Martin. Puis je te souhaite une excellente fin de journée. Merci. À bientôt. Bientôt.